Donc, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Le webinaire débutera dans quelques instants. On va juste donner quelques instants pour que tout le monde soit capable de se connecter. Pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous, on va débuter dans quelques instants. On va juste donner quelques secondes encore pour que tout le monde soit capable de se connecter. Bon, je pense qu'on va commencer. Donc, merci de vous joindre à nous pour notre dernier webinaire Microage parle technologie de 2025. Et oui, il ne reste que 35 jours à Noël. Euh, Aujourd'hui, nous ferons un peu de brise-mythes en explorant les mythes TI les plus populaires et en vous demandant de trancher fait ou fiction. Donc, mon nom est Maria Fioré. Je suis directeur des opérations chez Microage. Je suis accompagnée aujourd'hui par Sergio Lima, directeur succès de la clientèle. Bienvenue, Sergio. Bienvenue à toi aussi. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Est-ce que tu as tout acheté tes cadeaux de Noël? Zéro. Pas prête du tout. Ça passe assez Non, vite cette année, là. non. Ça n'a pas de bon sens. Non. Je voulais aussi mentionner que notre collègue Patrick est en coulisses pour tout coordonner et assurer que tout se passe bien, euh, en espérant que tout se passe bien pour lui aussi. Donc, voici quelques petites notes. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. Nous encourageons les questions. Il suffit d'utiliser la section questions et réponses pour les demander. L'inter- L'interactivité entre vous et nous, ainsi qu'entre vous tous, est essentielle. N'hésitez pas à utiliser le chat pour partager vos commentaires tout au long du webinaire. Le webinaire est enregistré. Le lien vers l'enregistrement vous sera envoyé dans quelques jours. Dernièrement, à la fin du webinaire, on vous partagera dans le chat un lien vers un court sondage pour recueillir vos impressions. Prenez une petite minute pour nous donner votre avis. Ça nous aide à améliorer les prochains webinaires. Et pour tous ceux qui se demandent quand aura lieu le tirage des 3 cartes cadeaux Amazon de 100 nous le ferons plus tard dans le webinaire, alors restez avec nous. Avant de commencer à démystifier les mythes, je prends un instant pour vous donner un aperçu de Microage pour tous ceux qui ne nous connaissent pas. Microage est un fournisseur de services technologiques avec 41 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis presque 45 ans. Nous croyons fermement que le travail en partenariat avec nos clients nous permet de les aider à atteindre leurs objectifs. Pour que notre partenariat fonctionne, il faut connaître vos opérations, vos clients, la façon dont vos équipes travaillent, vos défis, vos opportunités et ce qui définit votre succès. Cette compréhension nous permet de recommander et de fournir des services et des solutions TI qui répondent réellement à vos besoins. Voilà en quelques mots qui nous sommes et la manière dont nous travaillons avec nos clients. Donc, Sergio, la parole est à Parfait. toi. Excellent. Merci tout le monde. Bienvenue. Comme Maria a dit, le dernier avant Noël, en espérant que les cartes Amazon vont vous aider peut-être à acheter des cadeaux. Euh, mais aujourd'hui, on va discuter un petit peu plus au niveau des faits ou fictions. En fait, c'est pas similaire et pas similaire à nos webinaires qu'on fait quand on vous pose des questions par rapport à l'hameçonnage et tout, mais c'est pas vraiment des questions pièges, c'est vraiment des questions
nous, on a de nos clients, que peut-être nos clients nous disent quelque chose, puis ça devient des conversations, puis souvent, ben, quand on fait recherche sur une question, ça ne va pas toujours dire à 100% qu'on a une bonne réponse quand on fait une petite validation sur Internet. Fait que on aime ça partager les questions qu'on se fait poser par nos propres clients. Comme ça, peut-être que ça se trouve être les mêmes questions que vous avez et peut-être clarifier certaines choses que vous avez. Fait que c'est un jeu de, si je peux aller au prochain, j'imagine que ça va expliquer un petit peu plus, là. C'est ça. En fait, c'est de démystifier les idées que nous, on reçoit de nos clients, apprendre à reconnaître qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Puis peut-être il y a des malentendus, peut-être il y a des informations que c'est trop compliqué, complexe pour comprendre, mais nous, on essaie dans les questions de vous clarifier, de simplifier tout ça. Donc, c'est vraiment une quinzaine de questions, Maria, je pense, Je à pense peu que près. oui. Hein. Oui. Après chaque question, on vous pose, il y a un petit sondage qui arrive, vous décidez si c'est fait ou faux. Et donc, on va afficher fait ou fiction, excuse-moi. Et une fois que les votes sont soumis, ben, c'est ça, on va donner la bonne réponse avec une explication et tout. Encore une fois, c'est pour apprendre, l'éduquer, tout le monde, puis peut-être vous aider dans vos aventures TI. Donc, on Puis va encore une commencer. fois, Oui. on encourage, si vous avez des commentaires, des Oui. choses comme ça, s'il vous Oui. plaît, mettez-les dans le chat. On est quand même Oui. plein de monde là, sur le webinaire, fait qu'on peut partager Oui. Exactement. nos idées. Fait qu'on commence avec une question simple. Stocker les données de l'entreprise, de votre entreprise dans Microsoft 365 ou Google Workspace signifie que les sauvegardes sont automatiquement gérées par le fournisseur. Fait ou fiction? En espérant que. Japon. Oui, Voilà. bravo, bravo. Merci, Donc, on parle Patrick. de hébergement de données quand on est sur M365 ou Google Workspace, quand on sauvegarde, exemple dans Microsoft OneDrive, Teams. euh, Est-ce qu'on doit assumer que il y a un sauvegarde automatique ou un sauvegarde du revendeur, manufacturier, l'entité qui héberge ce service-là? On va donner quelques instants encore Oui. pour être sûr que tout le monde qui veut répondre peut répondre. Est-ce qu'on ferme le Ah oui, sondage? on va le fermer. Et, Moi, je vois des réponses, c'est bon. Est-ce qu'on le voit on le voit dans le chat. dans le Euh, chat? je ne sais pas OK. si on peut le partager. Euh, pour être franc avec vous, on a des problèmes un peu dans le back-end. Donc, si on est un peu slow, c'est qu'on a des petits problèmes en arrière-plan. Là, mais fait que c'est ça. Fait que, écoutez, on va partager. Fait qu'on a, Sergio, 18% qui disent que c'est un fait, puis Oui, 81% qui disent que c'est c'est fiction. ça. On le voit dans le chat, en fait. Là, si on clique sur le Ouais. chat, on est capable de voir le résultat. Puis c'est ça, je vais avancer le diapo. Voilà. C'est fiction. Les fournisseurs garantissent surtout la fonctionnalité, le uptime qu'on appelle de l'environnement. Fait que Microsoft vous garantissent que leur environnement M365 est fonctionnel en tout temps, mais ça ne garantit pas au niveau qu'une copie de vos données seront stockées ailleurs, répliquées ou gardées pendant X nombre de temps ou le temps de rétention des données. Ce n'est pas vrai. Nous, on fait souvent référence au le modèle de responsabilité, surtout avec Microsoft, parce que c'est le plus populaire. Mais Microsoft publie un modèle de responsabilité, euh, ce que eux autres sont responsables versus ce que les clients sont responsables de faire. Malheureusement, c'est ça. Côté données, il y a une certaine rétention
qui fournit automatiquement, exemple 30 jours, 60 jours, 90 jours, 180 jours. Ça dépend si c'est du OneDrive, les courriels, le SharePoint. Euh, il y a un modèle qui est disponible sur le site web. Je peux peut-être le partager après, là, après toutes nos questions, parce que je pense qu'on a d'autres questions par rapport à ça. Oui, Mais ça explique vraiment à qui est responsable de faire quoi. Puis les sauvegardes, il y a X nombre de montants ou X nombre de rétention qui est automatiquement inclus dans les abonnements, mais si vous faites affaire avec des entités où la conformité, et vous devriez garder vos données pendant 7 ans, mais malheureusement, ils ne sont pas responsables de faire des sauvegardes et de retenir ces données, vos données plus longtemps. On va passer à la prochaine question. Quand on a une cyberassurance et quelque chose arrivera, l'assurance cyber versera toujours une indemnité tant que la police est valide, fait que tant qu'on paye la police. Euh, on va. Est-ce que c'est fait ou fiction en termes de cyberassurance? Je peux répondre aussi à des questions. Tu peux. Mais toi, tu connais les réponses, fait que c'est pas juste, c'est pas fair, là. J'espère que tout le monde fait des recherches en termes de trouver une assurance cyber, de voir les points, de voir les différents programmes qui peuvent vous fournir pour vous protéger en cas de désastre. C'est bien. Malheureusement, on n'a pas le choix pour ça. Mais c'est bien parce qu'il inclut plusieurs services, les services d'intervention en incident. Quand un incident arrive, il y a les breach coach, il y a tout un diagnostic qui arrive avec la coordination au niveau légal, la communication envers vos partenaires clients. Il inclut beaucoup de services à l'intérieur de ça. Puis souvent, quand on est dans un feu, dans un incident de cybersécurité, on n'a pas le temps de réfléchir et penser à tout ça, mais c'est là la raison qu'on met une assurance au niveau cyber parce que s'ils font ça à journée, encore une fois, ils font ça. C'est pas bon de le dire, mais ils le font à chaque jour. Fait que c'est des professionnels pour vous aider à passer à travers tout ça. Donc, Fait on, que, oui, on va fermer ça. oui, jusqu'à date, on a 17% qui pensent que c'est un fait et 82% qui pensent que c'est fiction. OK, parfait. Et la réponse est fiction. Pourquoi? Ce que vous allez trouver, c'est au début de la discussion qu'on a avec une assurance en termes de cyber, ils vont vous poser plein de questions par rapport à votre environnement. Qu'est-ce qui est installé? Qu'est-ce que vous avez en place? Puis souvent, ils vous donnent une liste de prérequis, les couches de sécurité que vous devriez mettre en place. Ben, ils posent la question, avez-vous mis ça en place? Euh, Fait que vous devriez mettre ces prérequis dans votre environnement pour que ça soit bien, pour vous protéger. Mais deux, pour se qualifier pour avoir l'assurance cyber. Euh, et si on décide de répondre à des questions comme un oui, j'ai telle couche de sécurité implantée, mais ce n'est pas vrai. S'il y a un incident de cybersécurité arrive et une fois qu'on fait le diagnostic et les interventions, puis on voit comme quoi que cette question a été répondue oui, mais c'est bel et bien n'est pas installé dans votre environnement, les assureurs peuvent carrément refuser de vous rembourser. Donc, c'est un peu le même, j'imagine que c'est le même concept quand on a une assurance en général, là. Je ne sais pas si on n'a pas Ouais, de permis de conduire, puis on conduit un auto, puis on tombe en accident, mais ça risque de causer plusieurs problèmes, un peu dans ce chemin-là. Mais c'est très important d'adhérer au niveau des prérequis dans sa cyberassurance parce que si quelque chose arrive, ben, c'est clair qu'ils vont valider qu'est-ce qui a été mis en place versus qu'est-ce que vraiment est en place chez vous. Prochaine question. Au Canada, les employés peuvent être personnellement sanctionnés par les lois sur la vie privée s'ils gèrent mal les données de clients.
Fait ou fiction? Sylvie dit qu'il y a beaucoup de questions sur l'application dans des assureurs, puis c'est vrai qu'ils sont très, très pointus. Oui, Et à un oui, moment donné, Sergio, tu me diras si j'ai tort, mais tu sais, les questions étaient pas mal générales, mais là, c'est pointu. Là. oui. Fait que tu as raison, Puis, Sylvie, c'est. pendant qu'on laisse le temps de répondre à cette question, si je peux revenir à l'autre question, les- c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut mettre tous les prérequis en place, mais ce que les assureurs veulent, c'est qu'ils posent toutes les questions, puis c'est le niveau de tolérance ou le niveau de risque que cette compagnie est capable d'assumer comme quand ils vont vous assurer. Fait que c'est pas parce qu'ils veulent absolument, mettons, une vingtaine de couches de sécurité, mais ils posent les 20 questions, puis si vous avez, mettons, 15 ou 10, eux autres, ils déterminent un niveau de tolérance, de risque, et ensuite, ben, ils vous fournissent une espèce de prix, mettons, pour la cyberassurance et possiblement des conditions ou des exclusions qui arrivent avec parce que, fait que ça ne veut pas dire qu'ils vont refuser de vous assurer, mais ils vont possiblement avoir des exclusions ou des clauses qui sont pertinentes à ça. Je pense qu'on a laissé assez de temps. Oui, Oui, on va arrêter le sondage et on a 70% qui ont dit que c'est un fait et 29% qui ont dit que c'est fiction. parfait. Et la réponse est oui, c'est un fait. Quand on parle au niveau le LPR, PDE ou PPDA qui disent au Canada ou les lois provinciales ou la loi 25, oui, les individus peuvent être vraiment tenus responsables si on peut prouver ou si on voit que la traçabilité puis les audits dit que c'est tel usager qui a causé ces dommages-là intentionnellement, non intentionnellement en plus. Fait que il faudrait juste s'assurer. Voilà pourquoi la raison de mettre des politiques de sécurité en place, puis les meilleures pratiques d'expliquer au monde la sensibilisation au niveau de la cybersécurité. Parce que de plus en plus, on commence à mettre un petit peu de responsabilité sur nos propres employés, nos propres utilisateurs dans notre environnement. On a une question. Oui. C'est est-ce que la responsabilité est solidairement partagée ou c'est le premier responsable de la firme qui porte le chapeau? C'est les deux, en fait. L'entité ou l'entreprise, la compagnie va se faire, il va sûrement avoir des amendes ou une responsabilité, ainsi que possiblement l'employé aussi. Ouais. Et Nancy, je ne suis pas sûre pourquoi vous ne pouvez pas valider votre réponse, mais je vois ta réponse dans les questions et réponses. Là. Fait que, désolée, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas valider votre réponse. Ah, quand on clique OK pour, Ouais, ouais, ouais. ouais, de Teams, dernièrement, c'est On comme, l'aime, mais ça nous donne des mots de tête un peu. on n'a pas le choix d'utiliser ce qui est fourni par Microsoft, malheureusement. Ouais. OK. Question numéro 4. Les services infonuagiques comme AWS, Amazon ou Azure de Microsoft appliquent automatiquement les correctifs aux applications des clients. Correctifs, mise à jour sur les applications, sur les serveurs que vous avez hébergés dans le cloud. Fait ou fiction? Je vais tester ma réponse. Parce que des fois, ça fonctionne. Moi, ça a fonctionné. Ouais. Non, ça fonctionne pour plusieurs, mais il y en a que non. Donc, pas sûr le pourquoi. Là, mais- Je regarde le temps. Est-ce qu'on a donné assez de temps? Oui, ben, on a Oui. quand même plusieurs réponses, fait On y qu'on va. peut Oh, le on parle trop. fermer. Oh, on- On peut-être attend? qu'on parle trop vite. Bon, donc, pour ceux qui ont répondu, on a 22% qui ont dit que c'est fait et 77% qui ont dit que c'est fiction. OK. C'est fiction. Comme j'ai mentionné,
les fournisseurs ne sont pas responsables au niveau des sauvegardes. Peut-être un petit peu, mais pas entièrement, quand je parle au niveau de la rétention. Mais ils ne sont pas responsables au niveau de mettre à jour ou faire les patchs, comme qu'on dit, sur vos ordinateurs, vos serveurs virtuels, votre infrastructure virtuelle, les applications que vous avez, c'est votre responsabilité. J'ai une page de Microsoft. Je ne sais pas si je peux faire. Maria, tu me dis si tout le monde peut voir ça. Tu Oui. le vois? Oui. Sur le site web de Microsoft, ils appellent ça la répartition de la responsabilité, le Responsibility Model, qui appelle de Microsoft. Puis quand on voit ce qui est en bleu foncé, c'est le client. Et quand on voit ici au milieu, Responsibility varies by type, application, Network Control, Operating System, tout ce qui est genre, c'est quoi cette couleur-là? C'est À le quoi? Ouais. Aqua, un peu. Les applications SaaS, la responsabilité du client. Les applications, quand c'est un platform as a service, ça c'est vraiment si vous abonnez à du SQL as a service ou Dynamics as a service. Il y a quelques mises à jour qui sont incluses, les autres ne sont pas. Puis quand on a l'infrastructure as a service, que vous avez sûrement des serveurs virtuels chez Azure, chez un co-hébergement, c'est là où est-ce que c'est entièrement la responsabilité des clients, de vous, et de nous, parce qu'on supporte votre environnement, d'appliquer les mises à jour. Fait que c'est vraiment côté SaaS. Puis si je peux, un bel exemple de ça, ça serait M365. L'Outlook, le Teams, le OneDrive, l'application en tant que telle va se mettre à jour automatiquement par Microsoft, il vous l'inclut. Mais si vous avez des serveurs virtuels qui sont dans le cloud, bien là, c'est votre responsabilité de s'assurer qu'on applique les mises à jour. Parfait. Question numéro 5. Une fois des données supprimées dans M365, on peut toujours les récupérer via les fonctions de corbeille de Microsoft. Fait ou fiction? Un peu partager les réponses pour celle-là. Oui, oui. Je pense qu'on a trouvé des bonnes questions. Ben, j'espère. Ça fait jaser. Ouais. Quelques secondes encore, si vous voulez répondre, si vous êtes capable de répondre. Par rapport à Teams, je veux Mm. dire, je suis sûre que vous êtes toutes capables de répondre. Mais, Bon, OK, OK. on va arrêter oui, fermer le sondage, arrêter le sondage. Donc, on a 52 qui disent que c'est un fait et 47 qui disent que c'est fiction. Partagez ça. Oui. Oui. En fait, c'est fiction parce que, comme j'avais mentionné, la rétention est limitée. Donc, les courriels, 30 jours max. Certaines applications, genre dans SharePoint, OneDrive et Teams, ça dépend, je ne me souviens pas. Il me semble qu'on a eu cette conversation, Marie, à un moment donné. Quelqu'un Ouais. disait 103 jours ou quelque chose comme Oui, ça. oui. Parce que c'est l'équivalent de 3 mois avec assumer que c'est 3 mois de 31 jours. Fait qu'il y a certaines applications dans la M365 qui vous donnent 103 jours de rétention, puis il y en a d'autres qui disent 30 jours. Oui, il y a la corbeille, mais après X nombre de temps, c'est effacé. Et voilà l'importance de s'assurer qu'on a une espèce de sauvegarde de tierce partie qu'on peut euh, stocker, ajouter la rétention ou essayer de trouver une solution Ouais. qui vous prenne ces données-là puis les garde pendant longtemps. Merci, Sarah. Sarah, dans le chat, a mis les informations directes de Microsoft là, par rapport à combien de jours puis tout ça. Là. Fait que, Alors, 93, ouais, 13, oui, c'est ça. oui, c'est ça. OK, OK. C'est ça. Fait que c'est Que- dépendamment des applications, il y a du 30, il y a du 60, 80, 103, 93, excuse-moi, c'est ça Oui, que je oui, voulais puis dire. ça, c'est 93 et une non autre affaire. 103, là, Toutes mais les applications ne sont pas pareilles. Fait que, ouais, ouais. en tout cas.
C'est ça. Exact. Fait que c'est ça. Il faut juste faire attention encore une fois, si vous faites partie d'une espèce de conformité ou si vous êtes dans une industrie qui nécessite du 5 ans, 7 ans, 9 ans, il faut s'assurer qu'on est capable de retenir tous ces données-là. Question numéro 6. La réplication et la sauvegarde sont la même chose. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Sergio est parti. Oh, ben, on va essayer de retrouver Sergio parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais désolé pour. Je sais pas, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec. Et de retrouver Sergio. Puis Joël, tu disais que notre question était floue. Euh, on va essayer de clarifier la prochaine fois qu'on fait ça, hein, mais merci pour le feedback. On apprécie. Encore. Bon. Je suis capable de partager la présentation pendant que Sergio. Désolé encore pour tout ça. Mais on a quand même plein de réponses à son Teams. Oui, Nabil, tu as raison, c'est probablement la connexion à son Teams, mais en espérant qu'on peut le revoir vite. J'essaie juste de trouver la présentation pour essayer de la partager moi-même. Donc, j'y arrive. Encore là. Désolée pour ce retard. OK. On était à quelle question? La réplication, si je ne me trompe pas. Numéro 6. Merci. Merci, Patrick. Je vais juste me rendre et essayer de partager ma. Voyons. OK. Donc, share. Et si je fais ça, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Oui, parfait. c'est parfait. OK. Là, je vais juste. OK. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question 5 d'abord? Oui. Je ne vois pas mes chats, fait que j'essaie de voir où qu'on est rendu avec tout ça. Désolée. Bon, on est rendu On à est la avancé au question 6, 6. oui, OK. Fait qu'il faut donner. Fait que le sondage est arrêté. Oui. Et donc, la réponse est que c'est fiction. Donc, les objectifs différents, il faut les deux pour la résilience et la réplication. Préserve la disponibilité, la sauvegarde, préserve la récupérabilité. Est-ce que j'ai même pas été capable de le dire? Est-ce que tu veux partager? Je ne sais pas s'ils m'entendent ou.
Je peux enlever. Hein? Bon, OK. oui. Vous nous entendez? Parfait. OK, parfait. Excellent. Est-ce que tu veux partager? Ah non, tu peux Je vais rester. t'aller la place et je vais être en arrière, en Ah, arrière ok. de toi pour. Désolé, problématique au niveau Teams. Ah, J'essaie de rembarquer, puis l'audio et la vidéo, il n'a pas marché. Fait que oui, fait que c'est ça, la réplication et la sauvegarde n'est pas nécessairement la même chose. Ce qu'on voit, c'est, il faut faire, quand on fait une réplication, le mot réplication veut dire qu'on fait une copie d'une place à une autre. Fait qu'on fait une réplication dans le but de si jamais la place, le site numéro un tombe down, mais là on a le site numéro 2, il va prendre la relève avec une copie des données puis c'est répliqué. Euh, c'est pas nécessairement un backup. Pourquoi? Parce que quand on fait une réplication puis on a des données, puis possiblement qu'on se fait infecter ou possiblement on a des données qui sont corrompues, mais la réplication va se partager ou va se répliquer au deuxième site ou la deuxième entité, que ça peut être même cloud. Euh, et donc, vous copiez ce qui est mauvais dans l'autre place. Voilà la raison pourquoi quand on dit un sauvegarde, c'est vraiment un snapshot, c'est une sauvegarde des données qu'on fait à plusieurs places, en fait. Là, on utilise la règle de 3-2-1-1-0, qui est trois copies de vos données à deux places différentes ou deux médias différents. Puis il y en a un qu'il faut absolument que ça soit off-site, qu'il appelle, là, hors à un autre endroit autre que votre environnement actuel. L'autre un veut dire qu'il faudrait mettre une copie de vos données immuables, qui veut dire on fait une copie, on ferme et il n'est pas connecté à votre environnement. Et le zéro veut dire ben, quand on fait des tests, on veut s'assurer qu'il y a zéro erreur. Mais il y a vraiment une différence entre une réplication de données. Nous, quand on parle de réplication, c'est un client qui a besoin de la résilience, qui a besoin d'une continuité d'affaires et vraiment de s'assurer que si quelque chose tombe down, je peux fonctionner ou toujours fonctionner ou continuer de marcher, tandis que l'autre, c'est un plan B si jamais quelque chose arrive. Fait que ça, c'est une explication. pour Bon, il cliquer faut en haut. cliquer en Oui. haut. Mais je voulais juste Oui, cliquer sur le chat parce qu'on ne le voit pas. on On va va enlever chat. puis mêler, drag it Et down. voilà. Est-ce OK. qu'on peut le draguer en bas Ah, ici? OK. puis le mettre sur le screen ici parce que, Comme ça. ouais, OK. parce que c'est mieux. C'est mieux pour nous, en fait. Ouais, parce que OK. là, on voit pas. Désolé pour le retard. OK. La question numéro 7, j'utilise un outil de IA dans un navigateur web. Je ne risque pas d'exfiltration de données ni de virus. Fait ou fiction? Donc, on est sur le web, on utilise un IA. Est-ce qu'il y a un risque au niveau que ça prend des informations dans votre environnement? Simplifié, j'imagine, comme question. Quelques instants. Est-ce que tu veux fermer et voir où qu'on est rendu Oui, le chat? je peux fermer ici. Et le chat. Ah. On va aller voir ici. On va prendre OK. le recul. Voilà. Bon, parfait. C'est bon? Fait qu'on on arrive On peut ouais, bientôt fermer. Attends, OK. C'est bon. dans quelques instants encore. Ouais, ça en vient. OK. OK, on va le fermer. Puis 100% des personnes 100% des fiction. personnes disent que c'est fiction. Voilà. Oui. Effectivement. Oui. Donc, oui, quand on est sur le fruteur, un browser, puis on fait du chat GPT ou le Copilot qui est gratuit et tout, là, effectivement, il n'y a pas de, il y a pas moyen que ces applications-là rentrent dans votre environnement pour essayer de chercher des informations. Mais, par contre, si vous décidez de prendre un document Word qui appartient à votre entreprise, puis vous le mettez dans ChatGPT pour dire faites la correction, j'ai besoin que ça soit écrit d'une autre façon,
faut juste prendre conscience que ces données-là vont maintenant rester dans le web, qui peuvent possiblement être utilisées par quelqu'un d'autre. Et donc, si vous avez des informations sensibles qui se trouvent dans des documents que vous mettez dans l'application, ben sachez que c'est des informations qui risquent de rester là, disponibles pour tout le monde. Donc, on va passer à la prochaine. Question 8. La plupart des groupes de rançongiciels exfiltrent aujourd'hui les données avant de chiffrement. Je suis curieux pour cette question. Le sondage. Le sondage est là. Bonne question. Oui, sauf que là, j'ai vu la page à reculer. Ah. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cliqué trop de boutons. Souris sensible. Oui. Les réponses vont rentrer. Oui, oui. Oui. Rapide. Quelques instants encore. Oui. C'est à la réponse. Donc, quand on parle des groupes rançongiciels, c'est vraiment les attaqueurs, les cybercriminels, là. C'est bon, je pense qu'on va le fermer. Oui. Oui. Fait que on a 83% qui disent que c'est un fait. Fiction, c'est 16% quand même. C'est un fait. C'est clair que le but de l'objectif c'est vraiment d'avoir le plus avantage de leur côté pour aller chercher de l'information. Fait que c'est clair qu'ils vont. Avant, ils rentraient, ils roulaient un script pour faire le chiffrement et ensuite ils demandaient pour de l'argent. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui mettent des sauvegardes en place, qui disent non, j'ai pas besoin de payer mon rançon, je vais juste aller récupérer mes données et je continue de fonctionner. Fait que maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent, ils attendent plusieurs jours, semaines et mois, des fois. Et ensuite, ouais, ils sortent les informations. Ensuite, ils font le chiffrement, puis ensuite, ils vous demandent de faire payer un rançon. Donc, c'est très important d'avoir un sauvegarde qui fonctionne bien dans ces cas-là. OK. C'est immutable. Oui. Immuable. Immuable, exactement. C'est quelque chose qui n'est pas connecté à votre environnement. Question numéro 9. Une détection d'hameçonnage pilotée par IA garantit une protection contre les compromissions de courriel d'affaires, le BEC qui appelle. Donc, si on a une solution basée une solution de anti-pourriel qui est basée sur le IA, est-ce que ça vous aide ouais, est-ce que ça vous garantit que le fait que vous êtes protégé? Parce que en sachant que de plus en plus, ce qui arrive, c'est que les manufacturiers essayent d'installer des méthodologies et des engins IA dans leurs solutions de sécurité pour mieux vous protéger, mais en même temps, ben, les criminels utilisent la même technologie pour essayer de rentrer dans votre environnement. C'est une bataille de qui va gagner en premier. Ça, c'est de la chasse à la souris-chat. Réponse en vient. Ouais. Question simple, peut-être? Oui. Ouais. OK. OK, on va le fermer. On a 3% qui ont dit que c'est un fait et 93% qui ont dit que c'est fiction. OK. Merci, Patrick, pour être capable de partager les réponses. Oui, oui. Pourtant, c'était lui qui avait des problèmes ce matin, hein? Oui, Et c'est lui qui fonctionne. OK. C'est fiction. Le IA aide, mais les attaques sophistiquées contournent encore les filtres d'ingénierie sociale. Ça reste toujours une problématique au niveau de l'aspect social, l'ingénierie, que les employés cliquent sur
certains courriels ou cliquent sur des liens qu'ensuite ils fournissent des informations et ensuite ben, les hackers vont rentrer. Euh, oui, il y a des outils qui rentrent avec le IA, mais en même temps, comme j'ai dit, il y a des outils que les criminels vont utiliser aussi, assez sophistiqués pour faire semblant que c'est un qui fait partie de votre entreprise ou que c'est votre partenaire ou client. Mais c'est ça, ça continue d'évoluer avec le temps. Mais un mot à dire, il n'y a rien qui est garanti à 100% au niveau de la cybersécurité. Donc, si jamais dans le futur vous avez une question comme ça, c'est clair que peu importe le nombre de couches de sécurité qu'on va mettre en place, il y a toujours une petite pourcentage que ça risque de passer, surtout au niveau de l'ingénierie sociale. Prochaine question. 10. Un certificat SSL prouve qu'un site est légitime et sûr pour les transactions. Donc, quand on va sur un site web, on va remarquer en haut à gauche le nom du domaine, mais on va aussi remarquer que c'est marqué HTTPS. Ça dit que c'est un certificat SSL certifié pour le site qui est légitime. En fait, quand on bâtit un site web, on demande toujours d'activer le SSL pour que ça soit valide, pour que ce soit trusted, qu'on dit dans le monde. Mm. Est-ce que c'est fait ou fiction? Une question dont les réponses sont partagées. Oui, oui. On aime ça parce que c'est pas toujours facile. Hein. Ouais. Tu sais, dans la technologie, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Non. Quelques instants. Quelques instants, oui. Dernière couple de secondes. Puis, Il y a peut-être du monde qui sont en train de taper les pour voir. Ah oui, 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 c'est ça. On dit. Ah, c'est vrai, il ne faut pas donner trop de temps parce que ils vont aller sur ChatGPT ou faire des recherches. Avant, on disait, Ouais. ils vont googler, là, on va dire, ils vont ChatGPT, c'est ça? OK, on va le fermer. Fait que, on a 39, c'est ça? 61% qui disent que c'est fiction et je vois pas 39 que c'est un fait. Je serais capable La de réponse, c'est mathématiques. fiction, oui. Dans le temps, possiblement que oui. Maintenant, ce qui arrive, c'est que même les hackers se montent des serveurs puis des sites web. Ils achètent les certificats SSL justement pour ça. Puis ils font semblant que c'est des sites web légitimes, mais en fait, c'est des serveurs et des sites web qui sont faits exprès pour faire de l'hameçonnage. Fait que, encore une fois, faites attention. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose archaïque ou ancien temps, mais c'est vraiment avec les années, avec l'évolution de la sécurité, une des premières choses qu'il fallait faire, c'est d'avoir un certificat SSL, mais à ce temps, c'est même pas c'est même pas une conversation pour nous, là. En fait, quand on parle des couches de sécurité, le SSL c'est pas quelque chose qui peut vous protéger uniquement avec ça, là. Ouais, c'est ça. Comment qu'on peut protéger? C'est quoi Le problème, c'est il faudrait mettre plusieurs couches de sécurité dans votre environnement pour s'assurer que ces genres de courriels et sites web ne sont pas fréquentés par vos employés. Donc, un bon pare-feu qui est capable de faire le filtrage, la catégorisation les visites, les catégories des sites web que vous donnez le droit d'aller visiter par vos employés. C'est clair que ça prend une sensibilisation au niveau de vos employés pour s'assurer que quand ils reçoivent un courriel qui dit peut-être votre mot de passe est à changer maintenant, faites-le tout de suite, clique le lien. Ça prend un petit peu d'éducation et sensibilisation pour vos employés. C'est vraiment juste de rajouter des couches et d'éducation, de s'assurer que tout va bien. Principalement, ce qu'on a vu, c'est vraiment au niveau pare-feu, au niveau une solution DNS, de filtrage DNS qu'on met sur les postes de travail. C'est d'essayer de limiter ou de bloquer ces genres de sites web. Parce que veux pas, il y a si vous n'êtes pas bien protégé, puis si j'utilise un exemple, vous allez à la maison, vous n'avez pas de pare-feu, mais ces sites-là peuvent être visités par vos employés. Si cet employé revient chez vous, ben, il y a peut-être votre firewall qui va l'empêcher carrément d'aller sur ce site web-là parce qu'il est reconnu par les manufacturiers de pare-feu comme quoi que c'est un site web dangereux. So, c'est vraiment
juste de rajouter des couches pour vous protéger. C'est vraiment la seule façon de le faire. C'est- Question 11. Est-ce qu'on est correct pour le temps? Oui, Oui. on est correct. En parlant de pare-feu, notre pare-feu surveille automatiquement l'exfiltration des données, fait ou fiction? Danger parti. Oh, je vois une question, elle ne matche pas, par exemple. La question, c'est marqué si j'ai sauvegarde, je peux facilement restaurer mes données. Il y a peut-être une erreur au niveau de la phrase, mais il faut juste répondre à notre pare-feu. Notre pare-feu surveille automatiquement l'exfiltration. Je sais pas la question. Oui, il y a comme un. Et puis, je ne peux pas voir l'autre page. Hmm. Hmm. La question, c'était? La question? Le prochain? Ah, là. Oui. Donc, on voit une bonne partie des réponses qui s'en vient. Oui, on peut le fermer. C'est bon, c'est fermé. Les résultats, 27% fait et 73% fiction. Oui, c'est parfait. Ouais, ça marche la question. Je me posais si c'était vraiment par rapport aux sauvegardes. Désolé. Euh, on a des solutions spécifiquement conçues pour valider ou regarder au niveau de l'exfiltration des données. Que ça passe par le pare-feu, que ça passe par les ordinateurs qui s'en vont chez eux et tout. On appelle ça des solutions de DLP. En fait, c'est le Data Loss Protection qu'on parle. Si on est inquiet au niveau des données qui se font copier, imprimer, exfiltrer, envoyer et tout, et il faudrait vraiment regarder ou faire des recherches au niveau d'une solution DLP. Sinon, un pare-feu standard, pas traditionnel, mais un pare-feu UTM qu'on appelle, le rôle de ce pare-feu-là n'est pas vraiment de regarder au niveau de l'exfiltration des données. Son rôle, c'est de faire la catégorisation des sites web, de faire du blocage au niveau des attaques, un anti-spam souvent intégré qui est dedans, un antivirus qui est intégré dedans. Mais c'est vraiment au niveau protection périmètre pour empêcher le monde de rentrer dans votre environnement versus un genre de watchguard, quelqu'un qui regarde, un œil qui surveille s'il y a un criminel qui est rentré puis est sorti des données. Donc, ça prend vraiment un outil ou une solution autre que le pare-feu qui est capable de surveiller l'activité ou le flux d'informations qui passe à travers. Parce que le rôle d'un pare-feu, c'est vraiment juste de fermer la porte puis s'assurer que si c'est une bonne personne qui doit rentrer, ben je le laisse rentrer. Sinon, ben c'est ça, je vous bloque. Fait que c'est pas vraiment le rôle au pare-feu de regarder au niveau de l'exfiltration des données. C'est se dépêcher parce qu'on a quand même un Oui. tirage à faire aussi. Ah, c'est vrai. OK. Donc, question 12. Avec une application IA installée localement et reconnue, je ne risque rien. On va donner 30 secondes pour ça. Ou fiction. Fait ou fiction. C'est parti. Donc, quand on parle de IA, il y a plusieurs applications qu'on peut installer. Moi, à ma tête, je pense à Copilot, en fait, si on décide d'installer Copilot, qui est reconnu, en fait, là. Si on l'installe localement, est-ce que je risque ou je ne risque rien? On va le fermer. Ouais. Oui. Parce que Et on a. Ouh. C'est bon. ouais. 94 fiction, 6 fait. C'est fiction. Souvent, la conversation arrive avec nos clients. Je veux abonner à Copilot, je veux des licences, j'aimerais ça faire X, Y, Z avec le IA et j'aimerais ça que mes employés l'utilisent. Vous devez faire un petit peu de devoir au niveau de votre posture de cybersécurité ou de posture de sécurité dans votre environnement. Pourquoi? Parce que
exemple, Copilot, quand on fait une recherche, c'est local, il y aura accès à vos données locaux. Donc, il va aller passer à travers votre environnement, le réseau, le stockage, les courriels, votre tenant, le Teams, les chats. J'ai peut-être oublié tout ce qui est disponible, tout ce qui est cloud, il va passer à travers. Donc, si vous n'avez pas des bonnes politiques en place, si on a des shares, si on a des documents qui sont partagés, qui sont accessibles, Copilot va avoir accès à tout ça. Donc, c'est plus une politique en termes de oui, on veut que l'utilisateur soit plus productif pour fonctionner, mais en même temps, je ne veux pas que tous mes employés aient accès à toutes les données de l'entreprise, les financiers, les salaires et tout. Fait qu'il y a quand même des devoirs que vous devriez faire en termes de s'assurer que votre posture de sécurité ou votre tenant au niveau Microsoft est bien configuré avant de passer à travers tout ça. Fait que c'est les permissions, les accès et quel genre de données que Copilot aura accès à tout ça. Question 13. Si nous ne sommes pas une entreprise technologique, la technologie ne devrait pas être notre priorité absolue. Évidemment, on a des clients qui ne sont pas dans l'industrie technique, qui font d'autres choses. C'est ça. Fait que pourquoi ils devraient se concentrer ou prioriser la technologie? Le sondage est parti. Je pense que j'ai mon café qui est caché. Ah, désolé. On a de la redondance, hein? Ben, Deux étages, je descends. J'allais dire, au moins, on s'est viré vite. Peut-être pas le meilleur, mais. OK, on va fermer. Question 12. On recule dans le temps. Désolé. OK, la réponse, c'est 100% fiction. Parfait. C'est bon? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer tout? Vraiment, on a besoin de la technologie, en fait, pour nos entreprises. On a besoin, c'est clair, là, nous, tout le monde utilise un certain genre de technologie pour avancer, pour évoluer, pour vendre un produit, pour implanter leur propre solution. Vous avez besoin d'une technologie. Fait que c'était quand même une question relativement simple. Mais des fois, on se fait poser cette question. Fait que, c'est OK. Question 14. Les systèmes hérités sont suffisants jusqu'à ce qu'ils tombent en panne. Donc, les systèmes que ça fait longtemps qu'ils sont en place, ça roule bien. Fait que pourquoi changer? Fait ou fiction? Surveille les réponses. Encore une fois, il y a le recul, hein? La souris même pas. Elle est sensible. OK. Je touche à rien. Je le laisse. C'est bon, on peut fermer. J'ai vu une bonne partie de réponses. Ouais. C'est bien. Fiction 91 et fait 9%. Et en fait, c'est ça. C'est les discussions qu'on a souvent avec nos clients. Oui, c'est peut-être quelque chose que ça fait longtemps que ça roule, on ne touche pas, ça roule bien. Mais nous, ce qu'on a vécu, c'est que vraiment, une fois que quelque chose arrive avec ces systèmes-là, surtout quand on parle de matériel, des serveurs que vous avez en place avec possiblement une application qui est sur ce serveur-là, que ça roule seulement sur une certaine version de système d'exploitation. Là, ça roule bien, je ne veux pas la toucher. Mais quand ça tombe en panne, premièrement, au niveau de matériel, si il faut essayer de trouver ce matériel-là quand le manufacturier ne vend plus des pièces. Côté service, c'est difficile à trouver ces pièces-là. Ben, si c'est quelque chose qui est critique, ça risque de causer des problèmes dans votre environnement parce que c'est un système qui risque d'être down. Fait que ça coûte cher au niveau de trouver le downtime, en fait, d'avoir un système qui est non fonctionnel, la productivité, possiblement des choses qui n'avancent pas dans votre entreprise à cause que cette application ou ce système est tombé down. Puis là, il faut vraiment essayer de trouver quelqu'un qui peut faire le support et quelqu'un qui peut trouver des pièces. Donc,
Encore une fois, ça peut s'appliquer au niveau logiciel aussi. Il y en a un vieux logiciel que vous avez en place, mais il faudrait peut-être commencer à penser de le moderniser un peu puis de le mettre à jour vers une version qui est plus Surtout que courante. Ouais, c'est plus supporté par le fournisseur. c'est ça, exact. Et la dernière question, je pense, oui, le Mm. IA et l'automatisation réduisent les effectifs. En autre mot, ça réduit le personnel, le nombre de personnel quand on met du IA et automatisation. Fait ou fiction? Parfait, on est bon? Oui. Parfait, on ferme. Le sondage. Je touche pas la souris. Bon. 68% fait et 32% fiction. C'est partiellement fait. Vous avez toute raison, en autre mot. Ouais. Fait que il y a certains aspects, c'est clair que quand on veut mettre un genre de IA, si je parle encore de Copilot, on veut mettre du Copilot en place pour une amélioration au niveau de la productivité de vos employés pour qu'ils soient plus efficaces. Quand on a des rencontres, on a des sommaires, peut-être on a des chiffriers que votre département de comptabilité utilise, puis le Copilot peut être très utile. Ça va aider les travaux, leur travail. C'est pas nécessairement qu'on va se débarrasser de certaines personnes à cause de ça. Mais oui, des fois, ça arrive que quand on parle d'une compagnie qui veut vraiment automatiser avec le IA en termes de production d'un manufacturier, une chaîne de production, et peut possiblement implanter une solution IA qui va euh, euh, pas avoir la nécessité d'avoir autant d'employés, oui. Et voilà pourquoi tout le monde dit que veut pas, ça s'en vient. Puis on dit c'est qu'il faudrait vraiment investir, quand on parle aux jeunes d'aujourd'hui, on dit qu'il faudrait vraiment qu'ils investissent dans la technologie de IA. Pourquoi? Parce que ça prend quand même du monde pour bâtir ces solutions de IA, puis de maintenir ces solutions d'IA. C'est pas le IA et puis qui va gérer le IA, là. C'est quand même des humains qu'il faut qu'ils fassent ça. Fait que ce qui va arriver, c'est que oui, il y a certaines places, certaines compagnies qui risquent de peut-être libérer de personnel. Mais le but, c'est, comme tu dis, la productivité, mais l'autre côté de ça veut dire que tu libères le monde de Exact. tout ça pour faire plus de relations humaines. Parce que on s'en va par là, on le voit déjà. Ouais, Tu sais, le monde veut quand même qu'il y ait ouais, un humain quelque part qui sont capables de parler. Fait que ouais. c'est un peu ça le but. C'est pas nécessairement d'enlever les jobs, là. Ouais. Mais comme tu dis, là, la réalité, c'est que oui, ça va s'en venir. Le but, c'est de prendre ce monde-là puis les rééduquer, les reformer pour faire quelque chose d'autre que les Ouais. gars fait pas. Moi, j'ai eu des IA faire rendre une équipe de vente plus efficace parce qu'ils sont toujours en train suite à ben, surtout moi, si je parle de moi, quand je fais les VCIO, j'ai des rencontres avec des clients, puis ensuite, il faut que je me tape toutes les to-do, les notes, les tâches et tout. Ben, c'est Copilot que j'utilise pour m'aider à faire tout ça. Fait que donc là, ça me libère le temps d'aller faire une autre, soit rencontre VCIO ou d'aller faire d'autres choses. Merci, Joël. Merci, Oui, Joël. oui. Fait que c'est ça. Ouais, je pense. Donc, c'est plus au niveau libérer plus un petit peu de temps pour être capable d'être plus efficace dans notre travail. Parfait. Donc, je ne sais pas si tu veux poser la question, Oui, Chris, avez-vous c'est plu? ça. On termine avec ça, là. C'est quel mythe qui vous avez plu jusqu'à aujourd'hui? On espère qu'on a démystifié un peu. Oui. Et tu sais, il y a des choses que vous pouvez faire dans l'organisation d'ici à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer votre organisation? Mhm. Fait que c'est un peu ça la dernière chose. Fait que Patrick, OK. as-tu le temps de faire le tirage? As-tu les noms de les trois gagnants?
Oui, donc en première place, on a Steve Armstrong. Félicitations, Steve. Ah, En deuxième place, on a Karine Metton. Félicitations, Karine. Et en troisième place, on a Francis Carrier. Et félicitations, Francis. Fait que comme c'est indiqué, on va vous envoyer un courriel pour premièrement confirmer que c'est le bon courriel et pour envoyer les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, c'est des cartes cadeaux électroniques. Fait que félicitations à vous tous et on va faire tout ça dans les prochains 24 heures. Fait que c'est parfait. Donc, merci encore une fois. On est désolé des petits problèmes qu'on a eus, mais on espère que ça a quand même été un webinaire intéressant pour vous. Fait qu'on vous remercie de vous avoir joints à nous. Nous espérons avoir démystifié quelques mythes et confirmer certains qui sont effectivement des faits. Comme je l'ai mentionné, il s'agit de notre dernier webinaire pour 2025. Nous serons de retour en 2026 avec d'autres webinaires en micro-âge par technologie. Et avec ça, Sergio, merci beaucoup. oui, merci tout le monde. Merci, joyeuse fête. Oui, Ouais. c'est ça. Et merci à vous tous d'avoir passé la dernière heure avec nous, avec tous les petits pépins qu'on a eus. Mais on vous souhaite des joyeuses fêtes et on se revoit en début de 2026. Merci beaucoup. On a oublié de... OK. Fait que c'est tout. Merci beaucoup et joyeuses fêtes à tous. C'est ça.